Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons sentir la terre trembler sous nos pieds et comprendre pourquoi. Sous le sol qui nous paraît si stable se cache un monde en mouvement perpétuel. D'immenses plaques de roches dérivent, se heurtent et s'écartent, façonnant les continents, dressant les montagnes et déclenchant les séismes. Au programme, la structure de la Terre, la dérive des continents, les plaques tectoniques, le moteur de leur mouvement, les trois types de frontières, la naissance des séismes, les ondes sismiques, leurs mesures, les tsunamis, les montagnes et comment se protéger. Installez-vous confortablement et descendons au cœur de notre planète. C'est parti. Pour comprendre les séismes, il faut d'abord ouvrir la Terre en deux, comme un fruit. Notre planète est faite de couches. Tout au centre, il y a le noyau, une boule de métal brûlant, en partie liquide, à plusieurs milliers de degrés. Autour, une épaisse couche de roche presque solide, mais qui peut couler très lentement, c'est le manteau. Et tout en surface, une fine pellicule de roche dure et froide, la croûte terrestre. Cette croûte est incroyablement mince comparée au reste. À l'échelle de la planète, elle est plus fine que la peau d'une pomme. C'est pourtant sur cette mince écorce que nous vivons, et c'est elle qui se brise lors des séismes. Remontons un peu le temps des idées. Au début du XXe siècle, un savant nommé Alfred Wegener remarque une chose troublante. Les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique s'emboîtent comme deux pièces d'un puzzle. Il découvre aussi les mêmes fossiles et les mêmes roches de part et d'autre de l'océan. Il en tire une idée révolutionnaire. Autrefois, tous les continents étaient réunis en un seul supercontinent, qu'il appelle la Pangée. Puis se seraient lentement séparés, dérivant jusqu'à leur position actuelle. À l'époque, on se moque de lui, mais des dizaines d'années plus tard, les preuves s'accumulent et Wegener finit par avoir raison. Aujourd'hui, on sait que Wegener avait vu juste et on comprend pourquoi. La couche externe de la Terre n'est pas d'un seul tenant, elle est fragmentée en une dizaine de grands morceaux et quelques plus petits que l'on appelle les plaques tectoniques. Imaginez la coquille fêlée d'un œuf. Chaque fragment est une plaque. Ces plaques portent les continents et les fonds des océans. Et surtout, elles ne sont pas immobiles, elles glissent en permanence sur le manteau, à la vitesse d'environ quelques centimètres par an, à peu près celle à laquelle poussent vos ongles. C'est lent à notre échelle, mais sur des millions d'années, cela déplace des continents entiers. Mais qu'est-ce qui fait bouger ces plaques gigantesques? Le moteur se trouve dans le manteau, sous nos pieds. La chaleur du noyau chauffe la roche du manteau par en dessous. Or, la roche chaude est plus légère, elle monte. En arrivant près de la surface, elle refroidit, devient plus lourde et redescend. Cela crée de grands mouvements circulaires, lents et puissants, qu'on appelle des courants de convection. C'est exactement ce qui se passe dans une casserole d'eau qui chauffe. Ces courants, en circulant, entraînent les plaques posées au-dessus, comme un tapis roulant. La chaleur interne de la Terre est donc le véritable moteur de toute la tectonique. Là où deux plaques se rencontrent, il se passe des choses spectaculaires. Il existe trois grands types de frontières. Premièrement, les frontières où les plaques s'écartent l'une de l'autre de la roche en fusion remontent alors pour combler le vide et créer du nouveau plancher océanique. Deuxièmement, les frontières où les plaques se rapprochent et entrent en collision, l'une plonge sous l'autre, ou bien elles se soulèvent. Troisièmement, les frontières où les plaques glissent l'une contre l'autre, latéralement en se frottant. C'est à ces trois types de frontières que se concentre l'essentiel de l'activité de notre planète, séismes, volcans et montagnes. Arrêtons-nous sur le cas le plus violent, la collision. Quand une plaque océanique lourde et dense rencontre une autre plaque, elle plonge sous elle et s'enfonce dans le manteau. Ce phénomène porte un nom, la subduction. En plongeant, la plaque frotte, chauffe et déclenche les séismes les plus puissants de la planète ainsi que de nombreux volcans. C'est exactement ce qui se passe tout autour de l'océan Pacifique dans une zone si active qu'on l'a surnommée la ceinture de feu. Quand, au contraire, deux continents entrent en collision, aucun ne plonge vraiment. La roche se plisse et se soulève, donnant naissance à de hautes chaînes de montagnes. Venons-en au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'un séisme? Aux frontières des plaques, la roche est soumise à des forces colossales, mais les plaques ne glissent pas régulièrement. Elles restent souvent bloquées, accrochées l'une à l'autre par les frottements. Pendant des années, la tension s'accumule et la roche se déforme, comme un ressort qu'on comprime. Puis d'un coup, la roche cède et rompt. Toute l'énergie accumulée est libérée brutalement, en quelques secondes. C'est le tremblement de terre. Les plaques font alors un bond et le sol vibre violemment. C'est un peu comme casser un bâton sec. On force, et soudain il claque. Précisons le vocabulaire des séismes car il est important. Le point exact en profondeur où la roche se brise et où le séisme prend naissance s'appelle le foyer ou l'hypocentre. Juste au-dessus, à la surface de la Terre, à la verticale du foyer, se trouve l'épicentre. C'est en général à l'épicentre que les dégâts sont les plus importants car c'est l'endroit le plus proche de la source. Depuis le foyer, l'énergie se propage dans toutes les directions sous forme de vibrations, les ondes sismiques. Plus on s'éloigne de l'épicentre, plus ces ondes s'affaiblissent et moins les secousses sont ressenties. Comprendre cette géométrie aide à localiser et à étudier chaque séisme.
Ces fameuses ondes sismiques méritent qu'on s'y attarde. Lors d'un séisme, l'énergie voyage à travers la Terre comme des vagues. Il en existe plusieurs types. Les premières à arriver sont les ondes dites primaires. Les plus rapides, elles compriment et étirent la roche et traversent tout, même les liquides. Viennent ensuite les ondes secondaires, plus lentes, qui secouent la roche de haut en bas et de côté. Enfin, les ondes de surface, les plus lentes mais aussi les plus destructrices, courent le long du sol et le font onduler comme la mer. Ce sont surtout elles qui font s'effondrer les bâtiments. En mesurant ces ondes, les scientifiques peuvent voir en quelque sorte à l'intérieur de la Terre. Comment mesure-t-on un tremblement de terre? Grâce à un instrument très sensible, le sismographe, capable de détecter les moindres vibrations du sol et de les enregistrer sous forme de tracés. À partir de ces enregistrements, on calcule la magnitude, c'est-à-dire l'énergie libérée par le séisme. On utilise pour cela l'échelle de Richter. Attention, cette échelle est particulière. Chaque point de plus correspond à une secousse environ 30 fois plus puissante. Autrement dit, un séisme de magnitude 6 est bien plus qu'un peu plus fort qu'un séisme de magnitude 5. Il libère des dizaines de fois plus d'énergie. Les plus grands séismes jamais mesurés ont atteint une magnitude proche de 9. Quand un séisme se produit sous l'océan, il peut déclencher une catastrophe d'un autre genre, le tsunami. Lorsque le fond marin se soulève ou s'affaisse brutalement, il pousse une énorme quantité d'eau vers le haut. Cette perturbation se propage alors en vagues à la surface de l'océan, à la vitesse d'un avion de ligne. En haute mer, ces vagues sont à peine perceptibles. Mais en approchant des côtes, là où l'eau devient moins profonde, elles ralentissent et se dressent, pouvant atteindre des hauteurs effrayantes de plusieurs dizaines de mètres. Un tsunami n'est pas une simple grosse vague, c'est une montée des eaux massive et dévastatrice, capable de balayer des villes entières. Heureusement, la tectonique ne fait pas que détruire, elle construit aussi les plus beaux paysages de notre planète. Quand deux plaques continentales se percutent, ni l'une ni l'autre ne plonge. La roche, prise en étau, n'a d'autre choix que de se plisser et de se soulever vers le ciel. C'est ainsi que naissent les chaînes de montagnes. L'Himalaya, le plus haut massif du monde, est né de la collision, toujours en cours, entre l'Inde et l'Asie. Et le mont Everest continue de grandir de quelques millimètres chaque année. Les montagnes sont donc des cicatrices vivantes, les témoins majestueux de la lente et puissante danse des plaques. Si l'on place sur une carte du monde tous les séismes et tous les volcans, on découvre une chose frappante. Ils ne sont pas répartis au hasard, ils s'alignent précisément le long des frontières des plaques. La zone la plus active de toutes forme un immense anneau autour de l'océan Pacifique, c'est la fameuse ceinture de feu. Le Japon, la Californie, le Chili, l'Indonésie, tous ces pays, situés sur des frontières de plaques, vivent avec un risque sismique permanent. À l'inverse, le centre des plaques, loin des frontières, est beaucoup plus calme. La carte des séismes dessine ainsi, sans qu'on l'ait voulu, le contour exact des plaques tectoniques. Face à cette menace, peut-on se protéger? On ne sait pas encore prédire le jour exact d'un séisme. En revanche, on sait très bien où il risque de se produire et on peut s'y préparer. Dans les pays exposés, on construit des bâtiments parasismiques, capables de se balancer sans s'effondrer. On installe des systèmes d'alerte précoce qui détectent les premières ondes, les plus rapides, et préviennent la population quelques précieuses secondes avant l'arrivée des ondes destructrices. On organise aussi des exercices d'évacuation et des systèmes d'alerte au tsunami. La prévention et la bonne construction sauvent chaque année un nombre considérable de vies humaines. Prenons du recul. La tectonique des plaques peut sembler effrayante, avec ses séismes et ses tsunamis, mais elle est aussi en réalité l'une des conditions de la vie sur Terre. En recyclant sans cesse la roche, elle régule le climat sur le long terme et renouvelle les sols. Elle a façonné les continents, les océans et les montagnes, créant l'incroyable diversité des paysages. Sans ce moteur interne, notre planète serait sans doute un monde mort et figé. La Terre est, à ce jour, la seule planète connue où la tectonique des plaques est active. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre ce qui rend notre monde si unique et si vivant. Récapitulons, la Terre est formée de couches, noyaux, manteaux et une fine croûte. Cette croûte est fragmentée en plaques tectoniques qui dérivent lentement, entraînées par les courants de convection du manteau. À leurs frontières, les plaques s'écartent, se percutent ou glissent l'une contre l'autre. Quand la roche bloquée finit par rompre, l'énergie accumulée se libère, c'est le séisme dont les ondes font vibrer le sol. On le mesure avec le sismographe et l'échelle de Richter. Sous la mer, un séisme peut provoquer un tsunami, et ces mêmes forces qui dressent les montagnes font de notre Terre une planète unique et vivante. Voilà qui conclut notre exploration de la tectonique des plaques et des séismes. J'espère que cette vidéo vous a fait voir le sol sous vos pieds d'un œil nouveau comme la surface d'une planète vivante et en perpétuel mouvement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science.